Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Géopolitique internationale, émission qui nous permet à la fois de comprendre et de décrypter les nouveaux enjeux géopolitiques mondiaux. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré mardi dernier, c'était le 27 février dernier, que les États-Unis utilisent des affirmations sans fondement sur l'utilisation d'armes chimiques par Damas en servant justement comme levier géopolitique. Une déclaration que nous allons tenter de décrypter, de comprendre ce soir en faisant bien sûr un clin d'œil à l'actualité avec notamment la situation dans la Ghouta orientale. Mais ce soir, rassurez-vous, Géopolitique internationale vous dévoilera tous les non-dits et les secrets cachés de la guerre en Syrie, les vraies raisons de son déclenchement, mais aussi et surtout les similitudes, les ressemblances entre ce conflit syrien et la guerre en Libye, mieux encore, et l'invasion occidentale d'il y a presque 7 ans qui a conduit à l'assassinat jaloux de Muammar Kadhafi. Et pour en parler ce soir, nous serons en direct de Washington DC, aux États-Unis, avec M. Calvin Dague. Il est analyste politique, il est donc analyste politique spécialiste des questions internationales. En direct de Moscou, bien sûr, en Russie, nous serons en direct avec M. Michael Gamondi Egorov. Il est, je vous le rappelle, spécialiste des questions internationales, journaliste chroniqueur pour Sputnik France et bien sûr animateur du blog de l'axe Russie-Afrique. Et en direct de Paris, nous serons avec M. Valence Doudan, il est géopoliticien. Et enfin, plus près de nous, nous serons en direct de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, Côte d'Ivoire justement, avec M. Lebel Goran. Lui, vous le connaissez déjà, il est donc spécialiste des questions stratégiques et représentant Afrique de l'Ouest pour Global Security. C'est une entreprise russe. Alors, bonsoir à vous, cher monsieur, merci d'être avec nous ce soir dans cette autre édition de Géopolitique internationale. Direction Washington. Je vais commencer avec vous, monsieur Calvin Dague. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Voilà, merci à vous, monsieur Calvin Dague, de nous rejoindre dans cette émission géopolitique internationale à Moscou. Monsieur Gamondi Egorov est bien sûr en place. Bonsoir à vous, monsieur Gamondi Egorov. Monsieur Gamondi Egorov, voilà, en attendant, donc on va souhaiter la bienvenue également à monsieur Valence Doudan en direction de Paris. Vous êtes géopoliticien. Bonsoir à vous, monsieur Valence Doudan. Bienvenue à cette édition de Géopolitique internationale. Bonsoir. Voilà, monsieur Valence Doudan est également en place. Enfin, Côte d'Ivoire, Abidjan. Monsieur Lebel Goran, bonsoir à vous. Bienvenue. Monsieur Lebel Goran. Voilà, dans quelques poussières de secondes seulement, d'un instant à l'autre, monsieur Lebel Goran sera bien sûr en place avec nous. On va donc pouvoir commencer, chers messieurs, on parle donc de la guerre en Syrie, les non-dits ou encore les secrets cachés de cette guerre. Mais avant de commencer, on va planter le décor avec cet élément justement, cet élément qui nous rappelle que le 7 avril dernier, précisément le 7 avril 2017, bien sûr, les États-Unis avaient justement lancé un bombardement du côté de la Syrie. On prend cet élément et on revient. En réponse à une attaque chimique présumée du régime syrien à Khan Sheikhoun, dans la province d'Idleb, le président américain Donald Trump a ordonné le bombardement de la base aérienne d'Al-Shayrat dans le centre de la Syrie. Le 7 avril, peu après 3 h du matin, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par 2 navires américains basés en Méditerranée. Le bombardement visait des radars, des avions, des défenses anti-aériennes et d'autres équipements logistiques situés sur cette base militaire du sud de l'Europe. Ce bombardement du président américain Donald Trump en Syrie, c'était le 7 avril 2017. On va pleinement en parler, largement en parler de fond en comble ce soir, mesdames et messieurs. Le conflit syrien sera décrypté dans tous ses angles presque, mais surtout, nous essaierons de voir s'il y a un quelconque lien, une ressemblance, une similitude entre ce conflit syrien et ce qui s'est passé en Libye il y a presque 7 ans aujourd'hui. Bref, avec votre expertise, bien sûr, nous établirons justement un lien, si tant est qu'un lien
existe. Mais avant cela, la situation en Syrie, l'actualité de ce côté-là, vous le savez, est marquée par ce qui prévaut actuellement dans la Ghouta orientale. Monsieur Egorov, une résolution vient donc d'être votée aux Nations Unies pour cela. Alors dites-nous, monsieur Egorov, de quoi s'agit-il exactement? Qu'en est-il en réalité? Ben écoutez, c'est très simple. La Russie a soutenu cette résolution pour permettre aux civils d'être évacués, c'est-à-dire que cette résolution pour la Russie est purement dans un cadre humanitaire, mais parallèlement à cela, l'autorité syrienne, avec ses alliés, sera poursuivie. La Russie l'a dit dès le départ. Tous les groupes terroristes qui se trouvent dans la Ghouta orientale, qui est une banlieue de Damas, donc de la capitale, et à partir de laquelle il y avait tout le temps des bombardements qui visaient la capitale syrienne, donc c'est une situation inacceptable et l'opération antiterroriste contre les groupes contre les terroristes qui se trouvent dans cette zone vont être poursuivis. Parallèlement à cela, il y a un corridor humanitaire qui a été ouvert par les autorités syriennes en coordination avec la partie russe, plus exactement en coordination avec le Centre pour la réconciliation des parties en conflit de Russie. Mais le problème, c'est que les terroristes continuent de bombarder ce corridor pour justement empêcher les civils de quitter. Il y a déjà des morts, il y a des blessés. Il y a 2 enfants hier qui ont pu rejoindre finalement le corridor. Les troupes syriennes auraient failli être tuées. Donc c'est une situation terrible. Les terroristes utilisent les civils comme boucliers humains, comme ils l'avaient fait déjà précédemment à Alep, lors de la libération totale de la ville d'Alep. Et les Occidentaux, évidemment, font semblant de ne pas le voir. C'est ce qu'on voit dans les médias occidentaux. Alors, ils accusent le gouvernement syrien et la Russie de bombarder, mais ils oublient de dire qui sont ceux qui sont bombardés. Ce sont des pires terroristes, ce sont des salafistes, et ce sont des terroristes reconnus au niveau international. Par contre, les civils, la Russie et la Syrie font au maximum pour les sauver. Sauf que de l'autre côté, il y a des lâches, des terroristes, soutenus par les régimes occidentaux et du Golfe, qui justement utilisent ces civils comme boucliers humains et qui font tout pour les empêcher de sortir, parce qu'ils savent que si les civils partent, ils seront anéantis, comme ce fut le cas d'ailleurs à Alep. C'est ça la réalité de la Ghouta orientale. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Gamandi Egorov, pour cette première analyse. Alors, monsieur Calvin Dack, concernant la situation de ces derniers jours en Syrie, on sait que la Russie a dit s'attendre à des provocations et donc elle a mis en garde contre la désinformation apparaître concernant la situation en Syrie, ce qui serait bien évidemment destiné à dénigrer Damas et à miner la trêve. Alors, est-ce que vous pensez que Damas a pu effectuer d'attaques chimiques dans la province syrienne de la Ghouta orientale? Le problème chez nous, c'est qu'on n'a pas confiance vraiment pour vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain. Parce que ici, nos relations avec la Russie sont très compliquées. En fait, il n'y a pas de confiance entre le président et le peuple et les citoyens. Parce que pour nous, la Russie, c'est tout mélangé, l'investigation sur les élections présidentielles de 2016. Et je sais que ça n'a rien à voir avec la situation. Pour vraiment traiter de la question de la Russie, tout ça s'est mélangé. Vous comprenez? Nous vous entendons, monsieur Calvin Dack, allez-y. Voilà, quelques petits soucis de liaison avec Washington DC. On va y revenir dans un instant. Direction Abidjan, on va retrouver, avant d'aller à Paris, on va retrouver Monsieur Lebel Goran. Alors, Monsieur Lebel Goran, le conflit syrien est décrypté ce soir avant de passer aux autres pans de ce sujet, notamment en ce qui concerne le lien ou la ressemblance entre la Syrie et la Libye, les vraies raisons du déclenchement ou les vraies raisons des déstabilisations de ces 2 pays. On va parler justement cette fois-ci de l'actualité. On va parler également donc, de l'actualité en Syrie avec cette déclaration de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a affirmé il y a presque 2 semaines, je cite, la responsabilité de la situation dans la Ghouta incombe à ceux qui soutiennent le terrorisme. Et il a précisé, je cite également, comme vous le savez, ni la Russie, ni la Syrie, ni l'Iran ne font partie de cette catégorie, puisque ce sont eux qui mènent une lutte implacable contre les terroristes. Alors, monsieur Lebel Goran, que pensez-vous de cette affirmation de Dimitri Peskov?
Bonsoir. Je pense que l'affirmation, comment dirais-je, du diplomate russe est assez claire sur la question. Je pense que certains intérêts n'ont pas envie que la Syrie sorte du chaos. Parce que le cas du Ghouta est vraiment quelque chose d'incompréhensible si on suit la logique. On ne peut pas armer des terroristes, des bandes qui attaquent une armée légitime sur son propre territoire et prétendent apporter la paix. Je pense que certains intérêts n'ont pas envie que la Syrie sorte de cette guerre. Et la situation du Ghouta est un exemple. Parce que je pense qu'on va encore essayer de recréer un conflit dans une poche de résistance qui peut être simplement annihilée. Je pense que quand la résolution russe passe au Conseil de sécurité, elle est claire. Il faut permettre d'évacuer les civils, mais il faut permettre aussi d'avoir un dialogue franc. On ne peut pas permettre que certains pays qu'on peut déjà citer, comme les États-Unis, comme l'OTAN, comme certains pays européens, arment certaines factions soi-disant démocrates. Donc je pense que son discours est clair là-dessus. Ni l'Iran, ni la Russie ne soutiennent les terroristes. Et ensuite, il faut avoir le courage de le dire. Il y a un certain terrorisme d'État qui prend le jour depuis quand même, on va dire, près de 10 ans et qui est en train de vouloir se réinventer en Syrie. Alors je pense que son affirmation est correcte et je pense qu'il a une bonne lecture de la situation. Il faut simplement se désengager. Pour les États qui fournissent les terroristes, il faut se désengager. Et pour les États qui combattent le terrorisme, il faut un engagement. On a vu hier, par exemple, à Ouagadougou, où il y a une attaque des terroristes en pleine ville. On a vu le soutien de la communauté internationale envers le Burkina Faso. Alors, pourquoi est-ce que les mêmes pays ne sont pas solidaires envers la Russie, envers l'Iran, envers tous les pays qui combattent le terrorisme en Syrie? C'est la question qu'il faille se poser. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lebelgo, en direction Paris. Alors, Monsieur Valence Doudane, on va pleinement aborder la question qui concerne la ressemblance ou les similitudes entre le conflit syrien et la guerre en Libye également, si on peut le dire ainsi précisément, ce qui s'est passé il y a presque 7 ans maintenant et qui a conduit à la mort du guide libyen Kadhafi. Mais avant cela, cette situation qui prévaut actuellement en Syrie, précisément dans la province syrienne de la Ghouta orientale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci Vanessa. Ben, vous savez, il y a une situation, dans la situation qui se passe dans la... Vous savez, l'Amérique cherche à reprendre la main, mais rien n'y fait. Elle est rattrapée par ses maladresses, par ses erreurs et par son aveuglement. Elle croyait Bachar al-Assad perdu. Cela leur a coûté de devoir désormais faire face à la Russie. L'Amérique s'exaspère des victoires gagnées par Assad grâce au soutien militaire russe. L'Amérique ne veut pas entendre évoquer une stabilité en Syrie. Donc ce qui se passe, ce n'est que de la manipulation. Je ne vois pas et je ne comprends pas qu'un homme comme Assad puisse gazer son peuple. Il y a une grosse manipulation autour de cette affaire. Et même les médias occidentaux qui parlent de centaines de morts font confiance à un observatoire qui est établi à Londres et qui n'est dirigé que par un homme. Comment on peut comprendre qu'un homme seul qui se trouve à l'étranger, à Londres, puisse avoir des informations crédibles? Un journal russe, Russie Today, s'est rapproché de cet individu dans quelle source. Mais le bonhomme s'est offusqué à la venue du journaliste. Parce que justement, il ne savait pas s'il devait accepter l'interview ou pas. Le bonhomme s'est permis de téléphoner, de demander des ordres avant de pouvoir répondre à l'appel du journaliste. Donc vous comprenez qu'il y a de la manipulation. On ne peut pas se fier à ce genre d'affirmation. Mais je ne dis pas que Bachar al-Assad doit être à l'abri des accusations. Il faut des vérifications, il faut des recoupements. Or, au jour d'aujourd'hui, aucune agence de presse occidentale n'a envoyé, n'a dépêché des journalistes sur place pour vérifier si effectivement il y a eu des centaines de morts dans l'État. Voilà, en attendant que
la connexion soit tout à fait rétablie une fois de plus, une fois encore avec Monsieur Valence Douda, Monsieur Egorov. On va à présent parler des vraies raisons du conflit syrien. À qui profite exactement cette guerre en Syrie, mais directement en faisant le rapprochement avec la déstabilisation de la Libye. Mais avant cela, je vous propose d'écouter cet extrait du président Poutine qui accusait justement les Occidentaux d'avoir déstabilisé la Syrie. C'était à la mi-novembre 2016, répondant bien sûr à la question d'un journaliste. On revient. Les Occidentaux, John Kerry en particulier, Jean-Marc Ayrault, mais aussi François Hollande ont eu des mots durs concernant la responsabilité russe dans ce qui se passe en ce moment. On parle, et ils ont parlé de crime de guerre. L'accusation vous vise directement. Comment vous réagissez à cette accusation de crime de guerre? Je dirais que c'est de la rhétorique politique qui n'a pas beaucoup de sens et ne tient pas compte des réalités en Syrie. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis profondément convaincu que ce sont nos partenaires occidentaux, et en premier lieu bien sûr les États-Unis, qui sont responsables de la situation qui s'est formée dans la région en général et en Syrie en particulier. Souvenons-nous de l'enthousiasme délirant au début du printemps arabe. Qu'en est-il maintenant? Où est donc cet optimisme? Par quoi tout cela s'est-il soldé? Rappelons-nous ce qu'étaient la Libye et l'Irak avant que les forces de nos divers partenaires occidentaux n'aient détruit ces États, ou du moins anéanti leurs structures étatiques. Il n'émanait aucune menace de ces pays. Ni pour Paris, ni pour la Côte d'Azur, ni pour la Belgique, ni pour la Russie, ni pour les États-Unis. Or maintenant, ces territoires sont devenus une source de menaces terroristes. Notre objectif est d'empêcher que la même chose se reproduise sur le territoire de Syrie. Alors, dans cet extrait, Monsieur Gamondi Ergorov, Vladimir Poutine dit, je rappelle que c'était en 2016, Vladimir Poutine dit, rappelons-nous de ce qu'était la Libye et l'Iran avant que les forces de nos divers partenaires occidentaux ne détruisent ces États ou du moins n'anéantissent ces structures étatiques. Alors, Vladimir Poutine le dit, et pourtant, une question taraude toujours l'esprit de plusieurs Africains, Monsieur Gamondi, c'est pourquoi la Russie ne s'est-elle pas fermement opposée à l'invasion occidentale à Libye, bref, à la déstabilisation de ce pays si cher à l'Afrique, mais surtout à la mort du feu colonel Kadhafi. On sait qu'au moment des faits, Vladimir Poutine n'était pas président, mais il était Premier ministre russe. Alors, il était Premier ministre de Dimitri Medvedev, justement, Monsieur Egorov. Alors, la question, c'est pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Ce fut effectivement une sérieuse erreur de la Russie à cette époque. D'ailleurs, ce fut une erreur aussi de la Chine. Parce que la Chine, comme la Russie, on s'était abstenu lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, on a vu comment les Occidentaux interprètent les résolutions. C'est-à-dire, sous diverses belles paroles de protéger les civils, ils en ont profité pour bombarder les positions de l'armée libyenne, de la Jamaria libyenne. Ils ont permis aux terroristes de prendre le dessus et ils ont bombardé le cortège du président, du guide libyen Muammar Kadhafi. On sait tous comment ça a fini, de façon barbare et honteuse. Maintenant, concrètement, pour répondre à votre question, oui, il faut rappeler une chose, c'est qu'effectivement, au moment des faits, Vladimir Poutine n'était pas président. Alors, je sais que beaucoup de mes camarades africains, et pas qu'africains, ils ont tendance à croire que même si Vladimir Poutine était Premier ministre, c'est lui qui détenait les rênes du pouvoir. Je peux vous garantir que non. On voyait parfaitement qu'à l'époque, lorsque M. Medvedev, qui est certes un proche et un camarade de M. Poutine, lorsqu'il était au pouvoir en Russie, il avait sa propre ligne, aussi bien dans le domaine de la politique intérieure qu'extérieure. Et cette politique qui était menée par M. Medvedev
elle était différente sur beaucoup d'aspects avec celle menée par M. Poutine. Alors aujourd'hui, on voit que M. Medvedev, je pense qu'il a fait les bonnes conclusions. Je pense qu'aujourd'hui, si M. Medvedev était au pouvoir, je pense qu'il ne referait pas les mêmes erreurs qui ont été faites à cette époque-là, lors des événements libyens, mais à l'époque, ça a été fait, et c'était malheureux. Et on voyait parfaitement que lorsque il y avait le commentaire sur la situation en Libye qui se faisait d'une part par M. Medvedev et d'autre part par M. Poutine, les interprétations, les paroles étaient très différentes. Et je vais vous donner un autre exemple qui confirme ce que je dis, c'est que l'ambassadeur de la Fédération de Russie qui était en poste en Libye à Tripoli à l'époque, Vladimir Chamov, a été limogé pour avoir critiqué la décision prise par M. Medvedev. Il avait condamné cette prise de position, il avait dit qu'une erreur gravissime de la Russie que de ne pas avoir soutenu Muammar Kadhafi, M. Medvedev l'a limogé. Il a fait annuler toutes les distinctions que M. Chamov avait reçues précédemment, et c'est seulement au retour de M. Poutine au pouvoir que M. Chamov a repris ses fonctions et il est devenu ambassadeur de la Fédération de Russie en Mauritanie. Mais du moment qu'il a été limogé et jusqu'au retour de M. Poutine au pouvoir, il était basé à Moscou, mais il n'avait plus aucun poste d'ambassadeur nulle part ailleurs. Donc tout ça pour dire que oui, même si M. Poutine était Premier ministre, il ne faut pas croire qu'il avait les pleines décisions. Nous avons une constitution en Russie qui dit que c'est le président qui dirige. Et à l'époque, c'était M. Medvedev qui était président et c'était à lui qui revenait cette décision. Mais une fois encore, c'était une grave erreur de ne pas avoir soutenu la Libye. Et je pense que depuis, nous avons fait les bonnes conclusions. C'est pour ça qu'avec la Syrie et nos autres partenaires, on ne refait plus la même erreur. C'est tout ce qu'il faut retenir. D'accord, merci beaucoup pour cette précision, Monsieur Gamondi Eghof. Alors, Monsieur Calvin Dak, vous avez également suivi tout à l'heure cet extrait de Vladimir Poutine, le président russe, qui demande qu'on se rappelle ce qu'étaient des pays comme la Libye ou l'Iran avant leur déstabilisation par les Occidentaux. Selon lui, il n'émanait en réalité aucune menace de ces pays, ni pour Paris, ni pour Washington, ni pour Bruxelles, ni pour la Côte d'Azur. Alors, vous êtes à Washington DC. Est-ce que, selon vous, la Libye de Kadhafi représentait une menace pour les États-Unis? Oui, je dirais que même si ce n'était pas une vraie menace, pour avoir la volonté du peuple américain pour entrer dans un conflit, il faut qu'il croit qu'il y a une menace directe. C'est-à-dire que si il n'y a pas une résolution de ces problèmes, c'est terroristes, c'est réfugiés, c'est tous les côtés vont menacer l'Europe ou les États-Unis. Et j'admets que ça, c'est vraiment trop simple parce que la situation était beaucoup plus compliquée que ça. Mais en fait, c'est noir et blanc aux États-Unis que chaque action, chaque situation qu'on est impliqué, peut-être chez nous, les Américains, il faut que le peuple américain pense qu'il y a vraiment une menace à notre territoire. Alors, c'est pour ça que même maintenant, la seule raison qu'il y a vraiment l'engagement du peuple américain, surtout les conservateurs, c'est que Donald Trump et ses défenseurs, ils ont raconté l'histoire que tous les problèmes en Syrie, dans la région, c'est une menace au territoire américain. Parce que je sais qu'il y a, comme on a vu l'avril dernier, il y avait des crises humanitaires qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Même le président Trump, il a dit qu'il a été vraiment touché par ces images. Mais ici à Washington, les images, les crises humanitaires, les complexités géopolitiques, ça ne gagne pas la volonté du peuple américain pour vraiment impliquer notre pays dans le conflit. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Calvin Dak, pour la réponse à cette question. Monsieur Lebel Goran, une autre question qu'on se pose également ce soir, et un ancien Premier ministre de Jacques Chirac l'a également posé il y a quelques jours, c'est quel est le véritable combat de l'Occident dans la guerre en Syrie? Est-ce la fin de Bachar al-Assad ou la paix? Exactement comme on se poserait la question de savoir
quel était le véritable combat de l'Occident en Libye? Était-ce la fin de Muammar Kadhafi ou véritablement la paix? Je pense que cette question est vraiment très intéressante parce qu'elle repose en fait les enjeux de la géostratégie des puissances occidentales en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. On ne peut pas dire que ces pays ont intervenu en Libye pour la paix. Parce que nous avons maintenant le résultat sous les yeux, nous avons un pays qui est en feu, en sang, qui est désorganisé. Nous avons aussi des pays comme l'Irak, l'Afghanistan qui sont désorganisés. Nous avons la Syrie qui sort du chaos. Donc on ne peut pas dire que ces pays sont à la recherche de la paix. Ces pays sont à la recherche de débouchés pour l'industrie militaire. Et cela se voit. Parce que, je l'ai déjà dit dans une des analyses précédentes, chaque 10 ans, il y a cette récurrence de guerre. C'est un peu comme s'il fallait forcément toujours créer une guerre pour pouvoir alimenter l'industrie militaire. Parce que toutes ces zones que vous avez citées, quand on parle de la Libye, quand on parle de la Syrie, on est toujours sur un principe. Il faut changer un président. Il faut le changer de la manière la plus violente, de la manière la plus radicale. Et cette méthode amène toujours le chaos. On a un exemple en Libye, on veut le reprendre en Syrie. Donc quelque part, il y a une motivation qui est claire. Je pense que cette motivation n'est pas la recherche de la paix. Parce que quand on veut la paix, on n'intervient même pas dans les pays des autres sans résolution ou bien en violant le droit international. La Russie, par exemple, n'intervient pas dans les histoires intérieures des pays. Voilà, la Russie intervient dans un pays quand il y a une demande. Mais comment peut-on comprendre que des pays comme les États-Unis peuvent décider, ou l'Occident peut décider du jour au lendemain de changer un président, et pas par la démocratie, mais par des moyens militaires, en amont des terroristes soi-disant modérés, ou en amont des groupes soi-disant démocrates. Donc je pense que ce n'est pas de la recherche de la paix, c'est simplement de la déstabilisation. Parce que quand vous déstabilisez le Moyen-Orient, quand vous déstabilisez l'Afrique du Nord, vous avez quoi? Vous avez du gaz, vous avez du pétrole, vous avez une explosion, comment dirais, des recettes militaires, et vous avez aussi de l'influence qui se crée. Alors on ne peut pas comprendre que tous ces pays puissent motiver, puissent canaliser autant de ressources pour alimenter la guerre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a une alimentation de la guerre dans la région. Donc je ne pense pas que ces interventions sont pour la recherche de la paix. Ces interventions sont idéalement et dans l'observation des conspirations qui nous amènent à développer la guerre, donc à développer je veux dire, le trafic de pétrole, le trafic de gaz et surtout à alimenter l'industrie militaire. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lebel-Gourane, pour cette réponse. Alors, Monsieur Valence Doudane, lorsqu'on parle des enjeux géostratégiques aujourd'hui dans le monde, est-ce que vous y voyez dans ces guerres, dans cette instabilité dans ces différents pays, notamment la Syrie, l'Iran ou la Libye, est-ce que concrètement vous voyez une similitude ou alors des ressemblances entre le conflit syrien aujourd'hui, l'ampleur qu'il prend jour après jour, et ce qui s'est passé non seulement en Libye il y a presque 7 ans avec justement la mort du colonel Kadhafi, mais surtout l'instabilité qui continue de perdurer dans ce pays aujourd'hui? Voilà, quelques petits soucis avec Monsieur Valence Doudane. Je crois qu'on va rentrer à Moscou. Alors, Monsieur Gamandi Egorov, selon certains Africains, c'est vrai qu'on parle de la géopolitique internationale, mais il y a un constat clair des Africains qui est fait aujourd'hui. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Selon certains Africains dont je le disais, les Occidentaux se sont toujours accommodés de dictateurs à la tête de certains pays africains du moment que leurs intérêts propres étaient bien maintenus. Ce n'est donc pas la situation, ce n'est donc pas la situation politique et sociale du pays qui les pousse à agir. Loin de là, selon eux, ils préfèrent donc souvent un régime autoritaire qui leur convient plutôt qu'une démocratie avec des lendemains incertains pour eux. Est-ce que les Africains peuvent être certains aujourd'hui qu'une telle politique est tout sauf celle qui arrange Moscou? Oui, parfaitement. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire des interventions américaines en Afrique, vous aurez la réponse. Prenez l'assassinat du grand leader congolais et panafricain qui était Patrice Lumumba, un grand progressiste, quelqu'un qui est un grand symbole de l'indépendance congolaise face à la Belgique, quelqu'un qui voulait réellement de grands changements pour son pays. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains avec les Belges et certains traîtres locaux?
ils l'ont assassiné de la façon la plus sauvage qui soit. C'est complètement sauvage et barbare, de la même façon qu'a été assassiné Kadhafi, qui était également sauvage et barbare, ils ont assassiné Patrice Lumumba. Regardez un autre grand leader panafricaniste qui était Thomas Sankara. Comment il a été assassiné aussi, alors qu'il était progressiste et que ses idées étaient réellement révolutionnaires et qu'il apportait des changements pour son peuple. Lance la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Prenez le soutien que les Américains ont accordé très longtemps au régime d'apartheid en Afrique du Sud, le régime raciste où une minorité de personnes issues de la colonisation, de la migration, discriminait et exploitait l'écrasante majorité de la population. Les Américains soutenaient ce régime pendant très longtemps. Bon, après, ils ont essayé de le faire d'une façon pas aussi directe, mais le fait est qu'ils le soutenaient. D'ailleurs, si vous prenez la guerre d'Angola, entre le MPLA et l'UNITA, le MPLA était soutenu par Cuba, l'URSS, principalement, et l'UNITA était soutenu par la CIA, et par des conseillers américains de la CIA, et par les troupes sud-africaines du régime raciste d'apartheid. Alors, après ça, est-ce qu'on peut avoir confiance aux États-Unis? Quand les Américains parlent, nous sommes la nation des droits de l'homme, nous voulons des changements, nous voulons du progrès, nous voulons apporter la démocratie et autres histoires intéressantes, entre guillemets, je pense que toutes les situations qui ont été créées en Afrique et à différents endroits du monde, au Proche-Orient, en Amérique latine, toutes les interventions néocoloniales qui ont été opérées par les Américains et plus généralement les élites occidentales, ont définitivement montré leur vrai visage. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour encore croire en leur belle propagande, parce qu'il faut vraiment être complètement irréaliste et ne pas être capable de faire sa propre analyse si aujourd'hui certains font encore confiance aux déclarations des élites occidentales. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gamandi. On n'a plus qu'une dizaine de minutes pour terminer, pour sortir de cette autre édition de Géopolitique internationale. Alors, avant de faire un dernier tour de parole, Monsieur Valence Doudane, tout à l'heure, je vous posais la question au niveau des quelconques similitudes ou ressemblances qui existent ou alors qui pourraient exister entre ce qui s'est passé en Libye il y a presque 7 ans aujourd'hui, avec notamment la mort du colonel Kadhafi et la situation qui perdure du côté de la Syrie aujourd'hui. Est-ce que vous y voyez une quelconque ou alors une claire ressemblance? Bien sûr, Vanessa, qu'il y a de nombreuses similitudes entre la crise en Libye et la crise en Syrie. Il y a deux choses à savoir. En Libye comme en Syrie, il a toujours été question de changement de régime, donc de gommer les présidents qui étaient en place. Vous savez, la principale similitude, surtout entre ces deux pays, hier et aujourd'hui, c'est la Russie. La Syrie comme la Libye, c'est des pays partenaires de la Russie. Le conflit en Syrie éclate en mars 2011, alors que la guerre en Libye a atteint son paroxysme et que le sort de Kadhafi est pratiquement scellé. Il meurt le 20 octobre 2011, soit 8 mois après le début de la crise en Syrie. Dans ces deux conflits, lorsqu'on tire le fil de la pelote, on voit apparaître l'ombre des États-Unis. C'est donc dire que l'Amérique mène dans ces deux pays une guerre de positionnement géopolitique, géostratégique contre la Russie. Elle ne veut pas des pays partenaires de la Russie. C'est ce qui se passe en fait dans ces pays. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Valence Doudane. Alors, on va pouvoir terminer, chers messieurs. On va faire un dernier tour de parole. Je commencerai avec vous, Monsieur Calvin Dack, à Washington. Alors, Monsieur Calvin Dack, selon vous, très concrètement, vous êtes à Washington, d'ici là-bas, aux États-Unis. Vous avez rencontré des Syriens ressortissants justement de la Syrie. Alors, selon vous, quelles sont très clairement les vérités cachées ou alors les non-dits de ce conflit syrien aujourd'hui? Je crois que pour lui, parce que les ressortissants libyens, les représentants des rebelles, ils ont toujours à Washington. En fait, j'ai participé aux événements au Congrès où ils donnaient leur témoignage sur la crise humanitaire. Et le problème, c'est que, bon, on connaît ici Assad, mais on veut toujours un bien et le mal. On connaît le mal, mais le bien, ce n'est pas assez clair. Et je cite une audience, j'ai participé au Congrès, où un journaliste américain a posé la question, est-ce qu'il y a des groupes terroristes
intégrés dans les armées des rebelles. Et en fait, cette question, c'est très compliqué. Et le moment que le représentant des rebelles syriens, quand il a dit il est possible, je crois qu'il a dit 5%, peut-être sont liés au groupe terroriste, ça c'est pour les Américains. Alors je crois que ça c'est pourquoi il y a un manque de volonté politique chez nous, parce que le conflit n'est pas clair. Mais bon, tous les conflits au monde ne sont pas clairs, mais parce que les Américains, c'était pas bien expliqué au peuple américain de la point de vue de Obama ni Trump. Qu'est-ce que c'est notre objectif? Qui est notre ami? C'est Poutine, c'est les rebelles, c'est Iran. Les gens ici ne connaissent pas tous les parties prenantes ni les enjeux. Alors, je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une volonté politique ici aux États-Unis pour nous impliquer de manière plus efficace dans le conflit en Syrie. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Calvin Dack. Alors, on me signale qu'on a encore à peu près une dizaine ou une quinzaine de minutes. Eh bien, on va tenter de décrypter au passage cet extrait du président américain Donald Trump. C'était lors de ce bombardement américain en Syrie, c'était le 7 avril 2017, je vous l'ai dit à l'entame de l'émission. On écoute le président Donald Trump et on revient. Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire visant la base aérienne syrienne, d'où l'attaque chimique a été lancée. Il est dans l'intérêt vital de la sécurité des États-Unis d'empêcher et de dissuader la propagation et l'utilisation d'armes chimiques mortelles. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites, violant la Convention sur les armes chimiques et ignorant les consignes du Conseil de sécurité de l'ONU. Good night, and God bless America and the entire world. Thank you. Le régime syrien nie toute responsabilité dans cette attaque qui a fait au moins 86 morts, dont 27 enfants. D'accord, alors je retourne vers vous, Monsieur Garmandi Ergoroff. Le président américain Donald Trump avait donc affirmé en avril 2017, on l'a écouté tout à l'heure, qu'il est dans l'intérêt des Nations Unies d'empêcher toute attaque, d'empêcher donc toute attaque l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Et on sait, on a d'ailleurs commencé l'émission avec cette déclaration du chef de la diplomatie russe. On sait que Sergei Lavrov a affirmé mardi dernier que les États-Unis utilisent sans fondement, utilisent des affirmations sans fondement sur l'utilisation d'armes chimiques par Damas, s'en servant comme levier géopolitique. Alors très concrètement, qu'est-ce que Sergei Lavrov tente de nous faire savoir, tente d'expliquer dans cette déclaration, M. Garmandi Ergoroff? Alors écoutez, il faut savoir deux choses. D'abord, tout l'arsenal des armes chimiques qui était en possession des autorités syriennes a été détruit il y a plusieurs années déjà, sous le strict contrôle de l'organisation onusienne qui en est responsable. La Russie était coordinatrice de ce processus et l'ONU a été justement l'observateur, l'organisation compétente onusienne a été l'observatrice et a confirmé que tout le stock d'armes chimiques a été détruit. Maintenant, s'il y a encore des armes chimiques en Syrie, à qui appartiennent-ils? C'est ça la question que tout le monde doit se poser. Si les pseudo-rebelles, alors qu'en réalité ce ne sont que des terroristes, à 95% djihadistes, salafistes, pas les 5%, à 95%, sinon plus, eux disposent encore d'un stock d'armes chimiques et notre diplomatie a déjà dit plusieurs fois qu'il faut effectivement être prêt à ce que des provocations puissent avoir lieu avec l'utilisation de ces armes pour justement après rejeter la faute sur les autorités syriennes, sur le président Bachar al-Assad et pouvoir provoquer une intervention occidentale. De toute façon, déjà plusieurs fois, notre représentant à l'ONU avait dit que si vous avez des éléments qui confirment l'utilisation par les autorités syriennes d'armes chimiques, alors montrez-les. Vous n'en avez pas. Vous ne faites que des déclarations à haute voix sans présenter aucune preuve. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément que la diplomatie russe avait proposé, c'est d'envoyer une équipe internationale sous mandat onusien
dans la zone où les prétendues armes chimiques avaient été utilisées, pour justement mener une enquête approfondie, une enquête indépendante, et pour déterminer qui en est le responsable. Il n'y a aucun groupe qui en est parti en se référant juste sur les déclarations de tel ou tel témoin, et on sait à qui appartient ce dit témoin, on sait pour qui il travaille. Donc vous comprenez, en ayant cette approche, c'est une approche qui va à un sens. C'est pour ça qu'il n'y a aucune confiance à avoir envers les élites occidentales. D'ailleurs, vous savez, toujours sur le sujet, je lisais il y a quelques jours une analyse de plusieurs médias français, du Figaro, de Le Monde, où ils avaient fait, malgré eux, ils avaient décidé de publier la liste des groupes syriens, entre guillemets, rebelles, qui sont présents dans la Ghouta orientale, puisqu'on a commencé par la Ghouta orientale. Eh bien, ils avouent, malgré eux, parce qu'aujourd'hui ça devient tellement évident qu'ils ne peuvent plus le nier, que tous sont pratiquement d'obédience salafiste, djihadiste, mais ils ont voulu quand même nuancer la chose en disant oui, bon, il y a les groupes liés à Al-Qaïda et à Daesh, ce sont des groupes djihadistes qui ont une visée internationale. Par contre, il y a d'autres groupes djihadistes, salafistes, donc extrémistes, mais qui veulent uniquement se limiter à réaliser leur scénario pour la Syrie. Donc finalement, ils essayent de le montrer comme étant c'est quelque chose d'acceptable. Eh bien moi, j'ai envie de demander à nos chers amis, entre guillemets, amis, vous avez bien compris le sarcasme, américains, français, britanniques et autres, si demain on va organiser des groupes djihadistes d'obédience salafiste, mais qui ont une visée uniquement pour les pays concernés, c'est-à-dire des groupes djihadistes qui veulent uniquement prendre le pouvoir en France, ou uniquement en Allemagne, ou uniquement aux États-Unis, finalement, je pense qu'ils ont le droit à la vie politique. On devrait pas. Je pense que si jamais ils prennent des armes et commencent à bombarder le centre de Paris ou le centre de Washington, de Londres et de Berlin, il faut les respecter. C'est leur, n'est-ce pas? Puisque ce sont soi-disant des rebelles modérés. Ils veulent imposer la charia aux pays qui sont concernés sans visée internationale, alors autant les laisser. Vous comprenez, il n'y a pas de logique dans la politique occidentale. C'est une politique raciste, néocoloniale, c'est une politique d'injustice, et je suis réellement heureux qu'aujourd'hui, une grande partie de l'humanité l'a enfin compris, y compris beaucoup de citoyens de pays occidentaux. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Garmondi, Egorov, direction Paris. Monsieur Valence Doudane, votre mot de fin là-dessus, seulement avant, est-ce qu'il est possible pour vous, je rappelle que vous êtes à Paris justement, est-ce qu'il est possible pour vous de nous donner la position exacte, selon vous, quelle est la position exacte de la diplomatie française dans ce conflit syrien? On a vu que concernant justement l'actualité dans la Ghouta orientale, il y a eu beaucoup de zigzags de la part de la diplomatie française. Alors, pour Paris, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, Monsieur Valence Doudane n'est malheureusement pas là. On va terminer avec vous, Monsieur Lebel Gourane. On va donc sortir de cette émission avec vous, Lebel Gourane. Dans ce conflit syrien, beaucoup de partis s'opposent. Il y a donc ceux qui accusent Moscou et aussi Bachar al-Assad. Seulement, on a cet élément, justement, on s'est souvenu qu'à plusieurs occasions, Bachar al-Assad, justement, le président syrien, a tenu à remercier Vladimir Poutine pour son soutien dans le conflit syrien. Avant donc de vous passer la parole pour sortir, on va écouter cet extrait du président Bachar al-Assad, le président syrien. C'était en octobre 2015. Et on revient. Je vous remercie parce que vous vous tenez à nos côtés pour l'unité et l'indépendance de la Syrie. Et vos efforts d'abord politiques depuis le début de la crise ont eu un impact. Vos efforts ont fait que la situation est moins mauvaise que ce qu'on pouvait craindre. Sans doute, le terrorisme aurait pu se propager davantage, pas seulement en Syrie, mais dans toute la région. Alors, Monsieur Lebel Gourane, concernant les efforts inlassables de la Russie dans la lutte contre le terrorisme, la vraie, on vient d'écouter le président syrien, Bachar al-Assad, remercier donc le président Vladimir Poutine. C'était en octobre 2015. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Lebel Gourane, est-ce que vous êtes là?
Monsieur Lebel-Goran, je reprends la question pour sortir pour vous. Dans ce conflit syrien, donc, on vient d'écouter le président syrien Bachar al-Assad remercier le président Vladimir Poutine pour ses efforts inlassables dans la lutte contre le terrorisme, la vraie. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'on sait que les Occidentaux sont toujours et tout le temps en train d'accuser le président russe Vladimir Poutine dans ce conflit syrien? Est-ce que M. Lebel-Goran est là? Alors, M. Lebel-Goran n'est malheureusement pas là. On va terminer, on va plutôt vous passer la parole à vous, M. Gamondi Aigorov. On va donc sortir avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots qu'on vient d'écouter, Bachar al-Assad, qui exprime sa gratitude à l'endroit de Vladimir Poutine, bien sûr, dans le cadre de sa lutte inlassable contre le terrorisme en Syrie? Je pense qu'il y a une chose principale à retenir, c'est que la Russie protège ses alliés. La Russie ne lâche pas ses alliés et la Russie respecte la souveraineté des États. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce que la Russie n'est pas intervenue en Syrie tout simplement parce qu'elle le voulait, même si on savait qu'il y avait besoin d'intervenir pour sauver la Syrie de la vermine terroriste. Et je pèse mes mots encore. Mais on l'a fait à la demande officielle du gouvernement syrien. Le gouvernement syrien a fait une demande officielle. La Russie a décidé de répondre par la positive. Et c'est ça, une relation honnête. Une relation honnête, c'est lorsque si un État s'invite dans un autre État, c'est seulement si les autorités de ce pays, les autorités légitimes, y invitent le dit État. Sinon, c'est une intervention, c'est une occupation, c'est une intervention néocoloniale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2018, continuer à faire des politiques néocoloniales que certains pays continuent de faire parce qu'ils ont encore la mentalité coloniale ancrée en eux, peut-être c'est au niveau génétique, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Et le monde nouveau, le monde multipolaire, dans lequel aujourd'hui on voit qu'ils ne vont plus accepter cet ordre-là, ce genre de pratique est inacceptable et je pense que la Russie fera en sorte que les pratiques néocoloniales du passé vont rester comme un mauvais souvenir. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Michael Gamondi Aigorov. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales et aussi journaliste chroniqueur pour Sputnik France, mais vous êtes également animateur du blog de l'axe Russie-Afrique. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir dans cette autre édition de Géopolitique internationale. Merci également à vous, Monsieur Calvin Dag. Vous étiez avec nous en direct de Washington DC. Je précise que vous êtes internationaliste. Monsieur Doudan Valence en direct de Paris. Vous étiez également avec nous ce soir. Vous êtes géopoliticien. Merci pour votre participation. Et enfin, plus près de nous, Monsieur Lebel-Goran, avec qui on était depuis la Côte d'Ivoire. Vous le connaissez bien sûr, il est analyste politique, spécialiste des questions stratégiques et je précise représentant Afrique de l'Ouest pour Global Security. C'est une entreprise russe. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs d'Afrique Média, d'avoir été des nôtres ce soir dans cette autre édition de Géopolitique internationale. Merci infiniment à nos magiciens de la technique. Merci. Restez bien sûr en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent.